Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, créer une entreprise fictive avec ses professeurs lorsqu'on est lycéen. Je ne parle pas d'école de commerce, c'est possible et on va en parler avec Véronique Blanc, elle est déléguée régionale académique adjointe à la formation professionnelle initiale et continue. Et elle porte justement ce projet de créer pour les lycéens leur entreprise. Elle est en charge du pôle école entreprise, conseillère de la rectrice de la région académique Île-de-France. Elle est notre invitée dans quelques instants. Le cercle RH, comment réussir le partage de la valeur en plein débat budgétaire avec un débat sur le pouvoir d'achat des Français. On va s'intéresser à ce sujet avec François Dillman, il est directeur commercial épargne groupe Malakoff Humanis. Ils accompagnent leurs clients sur ces sujets. Louis Ladeg, il est avocat en droit social. Et puis François Perret sera avec nous, le DG de Pacte PME, parce que c'est plus compliqué pour les PME. Puis il y aura bien sûr évidemment avec nous, comme chaque semaine, Caroline de Senneville, journaliste, décideur RH. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler justement de ceux qui créent des entreprises, l'esprit d'entreprise, mais pas par des adultes, par des lycéens. C'est possible? Oui, c'est possible et ça marche. On en parle avec vous, Véronique Blanc. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Ne touchez pas au micro, il est parfaitement placé. Déléguée régionale académique adjointe à la formation professionnelle initiale continue. Vous êtes en charge du pôle relations école-entreprise et je précise que vous aviez créé en 2013, vous avez créé une association Rencontre entreprise enseignants avec la petite musique de l'époque, avant de parler de ce projet, la petite musique que les enseignants étaient souvent un peu coupés des réalités du monde de l'entreprise. En allant même un peu loin, parfois même les professeurs dénigraient le monde de l'entreprise. Ça a un peu changé ou pas, ça? Alors, ça a beaucoup changé, effectivement. Ces 20 dernières années, ça a beaucoup changé. Les enseignants s'intéressent de plus en plus au monde économique. Bonne nouvelle. Voilà. Parce qu'ils ont aussi, un rôle, une mission en termes d'orientation. Et donc, ils s'y intéressent fortement et il est de plus en plus facile d'ouvrir la porte des collèges et des lycées dans notre pays. Un mot rapidement sur ce livre, je voudrais vous le montrer. Rêver, c'est un très joli mot. Des contributions, 80 au total. Ça avait été demandé par Pierre Gattaz et vous avez contribué à cet ouvrage justement pour parler de cette initiative. Concrètement, comment ça marche? C'est le volontariat? C'est le proviseur qui décide d'enclencher la procédure? On oblige les professeurs? Comment ça marche? Parce qu'après, il faut quand même déployer concrètement les outils, d'ailleurs un peu comme dans une école de commerce. Absolument. Alors, il existe des initiatives sur le sujet qui fonctionnent effectivement. Ce sont les enseignants qui choisissent de travailler avec leurs élèves de cette façon-là. Et donc, mon rêve, puisque l'idée c'était de développer un rêve dans cet ouvrage collectif, c'est que ce soit généralisé à tous les élèves de seconde. Qu'il s'agisse d'élèves qui sont dans la voie générale, dans la voie technologique ou dans la voie professionnelle, et notamment dans la voie professionnelle, c'est le secteur dans lequel je travaille actuellement, si on donne les clés de l'entrepreneuriat en mettant les élèves en action, ça leur permet de voir des opportunités qu'ils ne verraient pas. Filière technique, filière générale, avec j'imagine peut-être plus des professeurs d'économie qui ont l'appétence à ces sujets, ou vous avez des profs d'histoire, des profs de lettres qui enclenchent le processus? Alors, il y a des enseignants de toutes les disciplines, en fait, qui Ça, c'est bien. volontairement se mettent en marche pour travailler de cette façon-là, en petits groupes avec leurs élèves. D'où l'idée effectivement, de généraliser à tous les élèves, pas seulement avec des professeurs d'économie et gestion ou des professeurs de sciences économiques et sociales, qui sont les mieux placés, Oui, bien sûr. évidemment, mais en formant les enseignants, donc en leur donnant des outils. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qui est fait dans le cadre de l'association Rencontre entreprises enseignants, créée L'association il y a 12 2013. ans. Voilà, absolument, l'association de 2013. Mais qu'est-ce qui vous tenaille aussi fort? Pourquoi vous vous battez sur ce sujet? Pourquoi ce sujet, au-delà de votre activité professionnelle, pourquoi il est important pour vous? Alors, il est très important parce que, pour moi, cela permet de mieux préparer les jeunes au monde dans lequel ils vont évoluer, dans le monde professionnel. Ça leur permet de tester leurs compétences, de comprendre qui ils sont,
de mesurer ce qui les fait vibrer, ce qui leur fait envie, ce qu'ils projettent, parce qu'ils vont être obligés de réfléchir à une idée de créer une entreprise Ça part ou d'une une idée. association. Une asso, exact. Ou une association, Ça parce part d'une que idée. ça part d'une idée, d'une envie. Et puis ensuite, on construit Et la ensuite, on sculpture. construit la Ah ouais, c'est structure. génial. Et on travaille en groupe. Et on travaille en mode projet. Et là, Au niveau pédagogique, c'est intéressant. au niveau pédagogique, c'est extrêmement intéressant. Et ça leur permet de réfléchir à leur orientation. Et ça leur permet de comprendre les mécanismes économiques de base, ce qui est quand même très intéressant, notamment dans notre pays où le niveau économique C'est faible. est pas forcément très, très important. Est-ce que vous avez de belles histoires, tant, j'allais dire, des professeurs qui parfois se disent, mais en fait, c'est formidable de créer une entreprise, que d'élèves, parce que depuis 2013, certains sont devenus de jeunes adultes. Est-ce que certains sont venus vous voir en vous disant, grâce à cette initiative de création d'entreprise, je suis devenu moi-même entrepreneur? Alors, il y a de belles histoires, mais et donc, quand les concours qui sont d'ailleurs présentés en fin d'année par une de vos consoeurs, Laure Closier, qui est attachée à ce Absolument, concours. que je connais bien. Voilà. On a des belles histoires et on voit l'impact que ça a sur les enseignants aussi, sur leur façon de travailler. Et si vous voulez, moi, j'ai envie de citer un exemple, mais qui n'est pas lié à cette histoire de cette association. Je pense à Philippine Dolbeau, que vous devez connaître également, et que j'ai rencontrée il y a quelques années, et qui a elle-même expérimenté cette façon de travailler, et qui le dit très bien dans son livre. Et je trouve, son livre s'adresse aux jeunes. Et je trouve que c'est un très bel exemple à donner à nos jeunes. Merci Véronique Blanc d'être venue nous rendre visite, de cette passion qui traverse l'écran pour donner envie à ces jeunes de créer leur entreprise, de devenir des entrepreneurs et puis aussi d'éveiller, d'ouvrir les chakras des professeurs, parce qu'il y a un double effet aussi à cette initiative. Rêver, ce livre édition Débat Public, 80 Français, Françaises qui imaginent l'avenir de leur pays. Vous êtes une contributrice. Merci chère Valérie Blanc d'être venue nous rendre visite, c'était un vrai plaisir. On tourne une page, on parle du partage de la valeur. Tiens, on parle d'entreprise, justement le partage de la valeur. Comment mieux répartir les richesses? C'est un peu le débat du moment. On en parle avec mes invités, c'est le Cercle RH et j'accueille mes invités. Le Cercle RH, notre débat pour parler du partage de la valeur en plein débat budgétaire, avec un sujet évidemment autour du pouvoir d'achat des Français, de leur salaire, de leur capacité à pouvoir consommer, se chauffer, s'habiller. On en parle de ce partage de la valeur parce que il suscite souvent beaucoup de débats au moment où on commence à négocier les NAO, vous savez, les négociations de salaire. On y reviendra dans quelques instants. Mes invités sont avec moi. François Perret, merci de revenir sur le plateau de Smart Job. Bonjour, directeur général de Pacte PME, ambassadeur au partage de la valeur auprès du gouvernement et vice-président du think tank Étienne Marcel. Merci d'être là. Vous nous éclairerez sur la loi 2013-2023, destinée PME, TPE, parce que c'était quand même le secteur qui était le moins engagé. Ça va mieux, mais peut mieux faire, si je résume votre analyse. Merci en tout cas d'être là. François Dillmann, bonjour. Ravi, bonjour. Directeur commercial Épargne Groupe Malakoff Humanis, vous accompagnez vos clients justement à mieux ou bien épargner. Exactement. C'est ça le sujet? C'est l'idée, à mieux ou bien épargner, à utiliser les dispositifs existants qui offrent déjà pas mal de possibilités d'avantages fiscaux ou sociaux, on y reviendra, et d'y ajouter des nouveautés quand on a, par exemple, la prime de partage de la valeur ou d'autres sujets. On appelle la prime Macron, est-ce qu'on peut toujours l'appeler la prime Macron? Non, elle s'est appelée la prime Macron. Fini. Elle a vraiment changé de nom au moment de la PPV. Ok, donc je n'aurais pas l'autorisation de l'appeler la prime Macron. Si ça vous fait plaisir, mais on ne l'appelle plus comme ça. Je le note. Louis Ladègue, le droit, avocat en droit social chez Astella Avocat, merci d'être avec nous. Bonjour. Et puis Caroline de Senneville nous accompagne. Caroline, juste quelques mots, parce que quand on a préparé l'émission, on s'est dit, partage de la valeur, c'est tellement vague, et quand on ouvre la boîte, on a plein de mots qui sortent. Participation, intéressement, partage de la valeur. Et en fait, tout le monde en parle sans trop savoir ce que c'est. C'est quoi la différence, Caroline? Alors, le principe de l'épargne salariale, c'est de verser à chaque salarié une prime qui est soit liée à la performance de l'entreprise, là dans ce cas on parle d'intéressement, soit qui représente une quote-part de ses bénéfices.
Et là, on parle de participation. Les sommes attribuées peuvent, au choix du salarié, lui être versées directement, et généralement, c'est imposé, sauf dans certains cas, ou être déposées sur un plan d'épargne salariale. Et vous l'avez évoqué en introduction, il y a un autre dispositif qui est la prime de partage de la valeur, qui permet de verser au salarié une prime sans condition particulière. Et depuis le 1er janvier 2025, les structures de 11 à 49 salariés doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur globale. Je reviens vers vous, c'est la loi de 2023, celle qui effectivement a fait redescendre jusqu'aux entreprises de 11 à 49 salariés. Juste d'un mot, auparavant les TPE, PME, ces systèmes-là, ils ne les pratiquaient pas, c'était trop compliqué, c'était trop technique. Est-ce que ça va mieux, en quelques mots? On part de loin, hein, c'est-à-dire qu'on sait que le taux de couverture en matière d'épargne salariale, il est lié à la taille. Et donc, plus on monte, plus le taux de couverture est élevé. C'est 75% dans les entreprises de plus de 1000 salariés. À l'inverse, si on descend dans les entreprises de moins de 50, et c'est pour ça que la loi de novembre 2023 a voulu se focaliser sur cette catégorie d'entreprises, là, le taux de couverture, il avoisine plutôt les 15%. Hein. Donc on part de très très loin. Mais ça va mieux. Mais ça va mieux parce que finalement, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé au premier semestre 2025, on s'aperçoit que dans les entreprises de moins de 50 salariés, de 11 à 49 pour être précis, il y a quand même 6573 accords qui ont été quand même passés, ce qui veut dire que les entreprises... Dans les outils dont on a parlé. Oui, alors même plus que ça, hein, intéressement, participation, vous l'avez dit, mais également abondement et prime de partage de la valeur. Alors, on ne peut pas tout additionner parce qu'on n'a pas les résultats complets, mais si on additionne participation, intéressement, c'est plus de 6500 accords supplémentaires. Alors attention, à comparer quand même à 172 000 entreprises éligibles potentiellement au départ. C'est là où il y a encore un petit peu de chemin. Juste quelques mots, est-ce qu'on peut cumuler, parce qu'il y a des aspects pratiques, il y a des patrons de PME qui nous regardent, je ne dis pas des DRH de PME, parce qu'en général, la DRH, c'est le patron. Est-ce qu'on peut cumuler tous ces outils, de la participation, de l'intéressement, de l'abondement, et en même temps de la prime de partage de la valeur? Oui, c'est vrai, les plafonds de versement, ils s'apprécient individuellement par dispositif. En revanche, c'est vrai que les règles, les forces d'incitation avec les exonérations de charges sociales et d'impôts sur le revenu ne sont pas les mêmes selon le seuil d'effectif, selon l'effectif total de l'entreprise, et notamment sur les entreprises de moins de 50 salariés, vous l'avez dit, hein, jusqu'à 31 décembre 2026, on aurait quand même tout intérêt à verser une prime de partage de la valeur qui, pour la plupart des salariés, sera exonérée de toute charge sociale et d'impôts sur le revenu. Donc c'est intéressant pour l'entreprise. Oui, effectivement. C'est non chargé, pour dire cash. Exactement, c'est-à-dire que ça permet vraiment de booster le net. C'est un élément de rémunération, c'est complètement inégalé. Quand on verse dans une entreprise de moins de 50 salariés une prime de partage de la valeur à des salariés dont un niveau de rémunération est quand même assez élevé, il n'y a aucune charge patronale, aucune charge salariale et aucun impôt sur le revenu. François Dillmann, vous qui accompagnez les entreprises, parce que vous conseillez aussi les entreprises qui parfois se posent des questions sur l'outil, le dispositif, je vous vois acquiescer. On voit que c'est quand même des outils qui sont très bons pour le pouvoir d'achat des salariés, évidemment, mais qui sont aussi très bons sur le plan de la fiscalité des entreprises. Non, mais bien sûr, fiscalité de l'entreprise et de l'épargnant. Et pour compléter, je dirais que les PME, les 11 à 49, c'était quand même les grands oubliés de ces systèmes d'épargne. Pourquoi? Parce que tout ça, la genèse, c'est la participation pour les entreprises de plus de 50 salariés qui ont une obligation de le faire. Donc là-dessus, quand on commence à mettre en place de la participation, un PE, de l'abondement, de l'intéressement, etc. Donc les entreprises de plus de 50, plus de 100 et les plus grosses sont quasiment toutes équipées ou ont une réflexion, ce qui n'était pas le cas pour ces entreprises. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Vous, votre cible, excusez-moi, c'est les ETI, c'est les PME qui aujourd'hui ne sont pas forcément éduqués ou accompagnés. Exactement. On a fait beaucoup de communication, beaucoup de webinaires, beaucoup d'accompagnement sur ces sujets auprès des entreprises. Alors, un petit bémol sur la réglementation, c'est que ces entreprises-là ont l'obligation de mettre en place un dispositif, mais si elles ne le font pas, il n'y a aucune sanction. Donc, c'est en ça que ça ne sert à rien. Ça sert pas à rien. Pardonnez-moi, mais qui contrôle? Personne ne contrôle. Alors, c'est pas utile de contrôler dans le sens où il n'y aura pas de sanction. En revanche, ça a été un bon amorçage pour près de 6 000 entreprises qui s'intéressent au sujet. Il faut maintenant aller plus loin. On est rentré dans ce système. Les salariés de ces PME ETI vont avoir des rémunérations qui vont ressembler à celles des grands groupes grâce à ça. Je pense qu'on est sur le début d'une belle histoire. Caroline, quelques compléments d'infos. Pour rajouter sur le fait que il y a encore du chemin à faire. Il y a une étude IFOP qui avait été faite pour Premium en fin d'année, qui a été publiée en janvier 2025. À ce moment-là, 30% des dirigeants de ces petites entreprises envisageaient d'allouer entre 1 et 2% de leur masse salariale à un dispositif de partage de la valeur.
Donc je rejoins ce qui a été dit, il y a encore un peu de travail. C'est quoi? C'est un problème d'éducation? C'est un problème de chiffre d'affaires? C'est un problème de manque de visibilité? Qu'est-ce qui bloque? On pourrait dire qu'il y a 4 ou 5 sujets encore qui bloquent. Un, c'est quand même le manque d'information. On a encore des dirigeants aujourd'hui et des salariés qui ne savent pas exactement de quoi l'on parle. Vous avez Et commencé Malakoff. là-dessus. Intéressement, participation, PPV, abondement, ça veut dire quoi tout ça? C'est exactement ça. Il y a quand même beaucoup de pédagogie à faire depuis la loi Pacte et tous les effets cumulés de tous les dispositifs législatifs, hein, loi ASAP, loi pouvoir d'achat et maintenant loi partage de la valeur. Deuxième sujet, il y a une interrogation de beaucoup d'entreprises sur est-ce que je suis éligible ou pas dans les moins de 50, parce que vous savez qu'il y a des conditions financières qui avaient été posées. Il faut que pendant 3 exercices consécutifs, vous ayez un résultat d'au moins supérieur ou égal à 1%. C'est ça. Voilà. Est-ce que je remplis les cases ou pas? Est-ce que je coche les cases ou pas? Troisièmement, vous avez quand même beaucoup de TPE, PME qui ont des contraintes de trésorerie. Bah, Bon, dans le donc, contexte du coup, actuel, oui. leur priorité n'est pas forcément celle-ci. Après, vous avez des problèmes sur l'absence de représentation sociale Oui. dans ce type d'entreprise. Puis enfin, vous Pas de avez délégués. des contraintes techniques, c'est-à-dire que dès lors que vous mettez en place un dispositif, ça impacte le bulletin de paye, ça impacte le calcul des cotisations. Et donc, tout ça, il faut l'expliquer. Ça Et ça incombe. veut dire qu'il faut aussi un accompagnement. Juste pour mettre les pieds dans le plat, j'ai vu que les NAO avaient débuté, ça vous a pas échappé. Les négos ont commencé à démarrer dans une très grande banque française, l'une des plus grandes. Et j'ai vu que lors des négociations, et là l'avocat que vous êtes forcément est intéressé, que la négociation avec les fameux partenaires sociaux, là il y en a, n'est pas bonne. Ce qui avait porté les partenaires sociaux n'a pas été évidemment retenu par la direction. En revanche, ils ont validé une augmentation très basse de salaire. Mais ils l'ont contourné, j'utilise le mot à dessein, par une prime de partage de la valeur, en assujettissant d'ailleurs, si j'ai bien lu, à la signature des NAO, un montant qui variera. Si vous signez, c'est 1 000 euros. Si vous ne signez pas, c'est 700 euros. Oui, alors il y a deux choses intéressantes. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de droit là? Alors, juste d'abord, moi, je retiendrai déjà le fait d'embarquer les partenaires sociaux avec cette condition. Si vous signez, je trouve que c'est quand même une bonne idée d'associer les partenaires sociaux, même quand la négociation est un petit peu bloquée. Donc ça, pour Par vous, contre, c'est positif. Ça, je trouve ça positif. Après, est-ce que effectivement, le fait de ne pas accorder forcément l'augmentation de salaire à laquelle on avait pensé et de la substituer d'une certaine façon par une prime de partage de la valeur Ce n'est pas de la exonérée de cotisation tout. retraite, hein, ça échappe aux cotisations. Hein. Effectivement, alors ça dépend de la taille de l'entreprise, mais il y a peut-être un petit peu de CSG, peut-être un peu de forfait social, ce n'est pas non plus sans cotisation, mais effectivement, sans cotisation retraite. Ça, c'est sûr. Les pouvoirs... Alors, juridiquement, c'est pas impossible effectivement, de ne pas accorder d'augmentation de salaire et de verser une PPV. Ce qui est interdit, c'est de supprimer un élément de rémunération qui existe déjà, ou par exemple amputer le salaire de base, ou alors revenir sur une prime qu'on avait l'habitude de verser tous les ans qui peut constituer un usage. Bon, là, c'est pas exactement le cas. On est vraiment juste sur, on aurait pu augmenter, mais on le fait pas. Ça, c'est pas prohibé par des textes. En revanche, c'est vrai que les pouvoirs publics sont particulièrement vigilants là-dessus. Cet effet de non-substitution du partage de la valeur au salaire de base, ça fait partie des effets un peu pervers. Et qui n'est pas pérenne, faut-il le préciser. C'est-à-dire quand on a l'augmentation, elle est pérenne, on ne retire pas l'augmentation l'année suivante. Là, évidemment, la prime peut être abaissée, soit supprimée. Il y a un vrai sujet quand même de fiscalité, puisqu'on le voit, certaines grandes banques utilisent cette subtilité fiscale pour alléger, eux, évidemment, les charges. En revanche, c'est moins bon pour le salarié. Vous les accompagnez sur ces sujets-là aussi? Bien sûr. Qu'est-ce que vous leur dites? Donc, La PPV, c'est bon parce qu'on peut la retirer quand on veut. Il peut y avoir des écarts de trésorerie. Quel est le Alors, sur les conseil? entreprises, on leur dit effectivement que c'est très souple, la mise en place d'une PPV. Ça peut être mis une année, pas l'année d'après. Oui. Les plafonds ont augmenté, donc ça, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'au tout début, elle était quand même ridicule au niveau du montant. Aujourd'hui, elle est plafonnée à 3 000 ou 6 000 euros en fonction du contexte. Donc, pour les entreprises, on leur dit que c'est un vrai avantage fiscal, social pour ce qui les concerne, et pour les épargnants aussi. Et donc, on accompagne les deux, les entreprises et les épargnants, notamment avec beaucoup d'outils digitaux aujourd'hui. On propose des simulateurs de perception de capital, des simulateurs. Alors, on est sur des sujets aussi d'épargne long terme. On parlait de PE. Oui. On peut parler aussi de PERCO et de PERO, c'est nouveau plan d'épargne retraite, obligatoire au collectif. Donc là, l'entreprise, le salarié abonde avec l'entreprise. Comment ça marche techniquement, ça? Alors, le salarié a loisir de verser sa PPV et ou son abondement s'il en a. Donc il ne la touche pas, il la son verse. intéressement, sa participation, il la verse, il échappe à l'impôt. Et à partir de là, il a plusieurs choix de placement devant lui sur du court, moyen ou long terme. S'il a un projet immobilier, par exemple, dans 2 ans, il va s'investir sur 2 ans. Donc il peut en disposer 2 ans après s'il le souhaite librement, ce qui n'est pas toujours le cas de certains dispositifs. C'est un cas de déblocage
commun C'est partie à des l'ensemble cas de dispositifs. déblocage. Voilà. En D'accord. revanche, sur le PE, il y a un peu plus de cas de déblocage que sur le PERCO, voire le PERO. François Perret, c'est intéressant. Alors, on reparlait des PME. Non, je vous sens Moi, un peu je dois vous sceptique. dire que je suis toujours un peu mal à l'aise avec la PPV. Alors bon, je m'apporte moi-même une bonne nouvelle. Elle décroche un peu. Oui. Euh, Elle en- n'avait pas la prime Macron, juste pour essayer. Elle Ouais. n'avait pas si bien marché que ça, rappelez-vous, à l'époque. Elle a quand même pas mal décollé. Ouais. Après la crise des Gilets jaunes, c'est vrai qu'elle a été transformée plusieurs fois. Peu importe, aujourd'hui, en 2024, c'est 3,4 milliards d'euros pour 3,7 millions de salariés. Et les c'est tendances, pas- ben, c'est pas mauvais, mais c'est quand même très en dessous Oui. des progressions qu'on Pas observe énorme. sur l'intéressement et la participation. Et moi, je m'en réjouis. Parce que je veux quand même dire que, autant vous avez rappelé tout à l'heure que intéressement et participation étaient fondés sur une logique de résultats, de performance, de bénéfices. Autant la PPV, vous pouvez la distribuer un peu comme vous voulez. Donc pour moi, elle n'a pas la même valeur. Et en plus, elle a quand même un inconvénient majeur, c'est qu'elle a quand même tendance orientée plutôt vers la consommation que vers l'épargne. Or, je vous rappelle C'est quand vrai. même que si on veut développer l'épargne salariale, c'est pas seulement pour se faire plaisir, c'est pour financer l'économie française. Donc il est extrêmement important de privilégier, à mon sens, les dispositifs purs d'épargne salariale sur ceux qui ont été plutôt Ouais, pensés C'est avec une intéressant. orientation pouvoir d'achat. Oui, et puis aussi un enjeu aussi d'engagement des collaborateurs qu'il faut qu'on évoque, parce qu'il y a aussi cet enjeu-là dans la participation et l'intéressement. Et que pensez-vous dans ce cas de la déclaration du nouveau ministre des PME, Serge Papin, qui a annoncé vouloir exonérer d'impôts le montant des primes d'intéressement en cas d'utilisation immédiate pour justement Sortir favoriser le- le pouvoir d'achat, sortir le cash. Je pense que c'est typiquement une fausse bonne idée. Je pense qu'on a inventé l'intéressement confère le général de Gaulle. Exactement. Confère le général de Gaulle pour l'intéressement et la participation, donc ces ordonnances de 1959 et de 1967 pour développer l'épargne salariale et développer le partage de la valeur. Si vous défiscalisez immédiatement les dispositifs d'intéressement, alors je ne vois plus quel est l'intérêt pour un collaborateur de conserver pendant 5 ans Oui. des sommes sur un plan d'épargne entreprise pour bénéficier de la défiscalisation après. Donc cela veut dire que vous ruinez tout l'effort qui a été bâti par les législateurs successifs depuis la loi Pacte, au détriment, effectivement, du financement de l'économie française. C'est quand même dommage. C'est très intéressant. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que j'aimerais qu'on évoque quand même l'intéressement participation. Évidemment, confère le général de Gaulle dans ses dit du partage. Il faut que l'entreprise partage sa richesse, parce que je leur dis, on est dans un débat budgétaire où il faut trouver des recettes et il faut même parfois taxer les entreprises, hein, si j'ai bien entendu ce qui se passait dans l'hémicycle. Vous êtes d'accord avec cette idée-là? Il vaut mieux valoriser la participation, l'intéressement? Oui, c'est vrai que c'est totalement contre-productif. Jusqu'à présent, l'idée, c'était d'inciter à l'épargne salariale avec cette exonération d'impôt sur le revenu dès lors qu'on plaçait les sommes issues du partage de la l'épargne. valeur, exactement, sur de l'épargne. Ce qui d'ailleurs permet aussi un peu de compenser la prise de risque qui est liée à tout investissement financier, parce qu'on est déjà gagnant, ne serait-ce que de l'avoir placé sur le plan. Et c'est vrai que l'intéressement, on peut en faire, c'est pas obligatoire, mais un levier de motivation, un levier de sens pour les salariés, ce qui n'existe pas sur la PPV, puisqu'elle n'est conditionnée à aucune condition, aucun critère. Ouais. Vous êtes d'accord avec cette analyse-là? Parce qu'il y a un peu un débat. Vous faites du placement et vous accompagnez, donc j'imagine qu'il y a des enjeux aussi pour vous, mais on voit bien l'aspect philosophique et la puissance des outils. Bien ne sûr. sont pas les mêmes. C'est une des principales épargnes des Français, l'épargne salariale et l'épargne Enfin, retraite. le ministre veut faire sortir l'épargne, de toute évidence, on entend ça quand même. Et en l'occurrence, dans 72% des acquisitions immobilières, l'apport personnel est composé pour tout ou partie de l'épargne salariale. Donc ça montre bien que ça a une finalité, une utilité, ça permet aux Français d'épargner. C'est aussi un tremplin pour aller vers l'épargne retraite, parce que c'est aussi le deuxième sujet, PPV, intéressement, participation, abondement, tout ça amène à alimenter les outils d'épargne retraite, les PERECO, les PERO, sur ces sujets. Donc là, il y a un gros sujet sur la partie épargne retraite. Donc là aussi, il faut continuer d'attirer des capitaux vers ces sujets sur une épargne à 10, 15, 20 ou 30 ans, continuer de faire de la pédagogie, ça c'est notre rôle auprès des épargnants, des salariés, pour leur expliquer l'intérêt, leur expliquer la fiscalité, leur expliquer comment ils vont sortir de ces dispositifs à terme en rente ou en Mais capital. c'est un pour peu la question que constituer je une pose aux épargne. salariés. C'est-à-dire, je veux bien mettre de l'argent pendant 10 ans, mais est-ce que j'en bénéficie? Voilà. Est-ce que j'ai un risque financier? Parce que c'est une question qu'on doit vous poser. Bien sûr. Est-ce que c'est garanti? C'est quoi? C'est de l'obligataire? C'est quelque chose de Alors, sécurisé? c'est au choix de l'épargnant. Il y a de l'obligataire, il y a de l'action, Mais nous, on a un vrai rôle d'expliquer aux épargnants que prendre de l'action monde sur 30 ans, ça ne présente pas de risque. Donc ça, c'est vraiment Parce qu'il y a la durée. Bien sûr, c'est le gros challenge qu'on a. Vous prenez les indices Action Monde aujourd'hui, c'est entre 8 et 9% par an, si on les regarde avec 30 ans de recul. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, il ne faut pas se tromper de débat. Je vous entendais dire à juste titre, il faut sortir aussi de l'épargne. Le taux d'épargne des Français est très élevé, c'est vrai, mais attention, Gigantesque. il y a deux types d'épargne.
Il y a l'épargne réglementée qui, elle, ne finance pas vraiment l'économie française parce qu'elle va financer le logement, alors que l'épargne salariale et l'épargne retraite, elle va être principalement C'est vrai. orientée via les obligations et via les actions Vers l'économie française. Donc, attention, encore une fois, aux fausses bonnes idées. Un dernier mot, peut-être, car vous vouliez rajouter quelque Oui, chose. justement, sur cet investissement, aujourd'hui, vous avez la loi industrie verte qui est un peu plus récente. Aujourd'hui, il y a une obligation d'intégrer des fonds non cotés dans toutes les grilles de gestion pilotée. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on est en train d'orienter cette épargne Flécher. c'est important de la flécher vers du non coté, donc des belles ETI françaises ou européennes sur ces sujets. Donc, elle a une double utilité de financer l'économie et l'économie des PME non cotées. Caroline, un mot, puis je poserai la question sur les PME, parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Est-ce qu'il reste encore des lois à voter ou des actions concrètes à mettre en place? Parce que même pour vous, c'est un champ de développement et d'investigation assez important. Peut-être Caroline. juste un chiffre qui illustre un peu ce qu'on s'est dit sur l'engouement autour de l'intéressement et de la participation. Il y a une étude de la DARES qui a été publiée en juillet dernier qui met en avant une nette augmentation des recours par les entreprises à ces dispositifs depuis 40 ans. En 2023, 5,8 millions de salariés du secteur privé ont touché une prime de participation contre 2,9 millions en 1983. Donc voilà. Avant de nous quitter, François Perret, comme quand on travaille sur ce sujet, on voit quand même qu'il y a un peu de monde. Il y a les très grosses entreprises, celles du CAC, le SBS 120 et quelques autres qui, globalement, ont l'outil, sont super équipés. Et puis, il y a les autres. Comment on fait pour leur donner les mêmes outils? Et certaines entreprises ne sont pas en déficit et sont capables de le faire. Qu'est-ce qu'on doit faire de plus que la loi 2023? Première chose, je pense que le grand soir législatif, il est derrière nous plutôt que devant nous. Il y a vraiment eu, pour le coup, un travail du législateur très constant depuis 2019. On n'est pas obligé de revenir là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'il faut continuer à densifier et à mieux coordonner l'accompagnement qui est proposé aux entreprises. Je pense aux experts comptables. Avec Agnès Bricard, avec laquelle je partage cette mission, on veille à ce qu'il y ait une remontée mensuelle des informations qui vont être données par les comptables à leurs clients sur les dispositifs d'intéressement et de participation. Je sais que les sociétés de gestion, les cabinets d'avocats et finalement tous les professionnels de la place financière ils sont là, attelés à la présentation des dispositifs. Et moi, je pense effectivement dans les prochaines semaines les rassembler pour voir en effet les steps suivants qu'il faut encore franchir pour aller vers cette fameuse démocratisation de l'accès à l'épargne salariale. C'est ça l'enjeu. Au-delà d'ailleurs des difficultés que traversent certaines PME aujourd'hui dans un contexte économique, il y a de très belles pépites, des PME, de très belles ETI qui fonctionnent très bien et qui n'ont pas ces outils dont les salariés ont peut-être envie de profiter. Merci de nous avoir éclairés sur ce. C'est un sujet essentiel et passionnant. Merci à vous François Dillman, directeur commercial épargne Groupe Malakoff Humaniste. Un vrai plaisir. Merci à vous Louis Ladeg, avocat en droit social à Stella. Avocat, je l'ai bien dit. Et merci à vous, François Perret, directeur général PAC PME, ambassadeur au partage de la valeur auprès du gouvernement. Et merci à vous, Caroline de Sendine. C'est toujours un vrai plaisir de partager cette émission avec vous et avec vous. Merci de votre fidélité, merci de vos messages. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Smart Job. Bye bye.